1, 2. Messieurs, je vous annonce le début des masterclass et workshops Kedge. Bonjour à toutes et à tous. On va attendre jusqu'à 16h, comme ça les petits retardataires, il y aura encore quelques minutes. Mais juste un petit sondage dans la salle. Est-ce que vous êtes venus parce que le sujet était un peu putaclic ou pas du tout? Qui était un peu provoquant, on va dire. À qui ça a suscité un petit intérêt lève le bras pour voir un petit peu si la question a été, comment a été posée, pour voir comment on peut réagir après derrière. On c'est un peu timide. Bon, l'avantage c'est que la salle se remplit, donc c'est que ça marche. Ben, il est 16h, du coup on laisse tout le monde s'asseoir et on va lancer la petite masterclass. Et on va se poser une question pendant 40 minutes à peu près. On laissera un petit peu les échanges après derrière s'il y a des questions, des remarques, des interactions. Il ne faut pas hésiter aussi à nous couper. Le but du jeu, c'est pas qu'on fasse, on va dire, une presse descendante complètement seule face à nos micros. Si jamais à un moment donné vous voulez interagir ou poser une question, ou s'il y a un mot qui est pas trop compris, le but du jeu, c'est qu'on reste quand même assez pédagogue. Vous avez en face de vous deux personnes qui travaillent dans l'IA depuis quelques temps, mais pas des techniciens ou pas des informaticiens au sens où on joue pas, enfin on code pas tous les jours de l'IA, mais on est plutôt des experts de l'usage. Et donc du coup, on va plutôt se poser des questions sur les usages plus que vraiment techniquement comment ça marche derrière, même si on est en capacité de pouvoir vous répondre si besoin, évidemment. Je lance le chrono. Donc c'est parti. Donc on va se poser la question sur et si en 2025 on arrêtait de créer des logiciels, des plateformes SaaS, et pour pouvoir concevoir des assistants qui vont vous faire gagner du temps. Je suis Aurélien Béguier, l'agence Atrium, une agence qui existe depuis 10 ans. On reparlera tout à l'heure. Et je suis avec Régis Lebras, du coup le cofondateur de Forgeron 3. Enchanté. Et on vous présentera tout ça après. On n'a pas de petite napette. Donc aujourd'hui, on vit dans un monde de plus en plus automatisé. On se rend compte que les voitures sont de plus en plus autonomes, elles se garent tout seules. Les robots nous préparent nos colis Amazon pour nous les envoyer de plus en plus rapidement. Et même la machine à café, de plus en plus, est programmée pour que quand je me réveille le matin, la machine peut couler pour que je puisse prendre mon café. Donc on vit dans ce monde de plus en plus automatisé à titre individuel en tant qu'individu. Par contre, dans les entreprises, on a de plus en plus de logiciels, et on va le voir tout à l'heure. Et tous ces logiciels ne se parlent pas forcément tous ensemble. Et aujourd'hui, on estime en moyenne qu'il y a plus de 100 logiciels différents dans une entreprise. Et donc ça veut dire potentiellement que c'est très compliqué à manager tout ça. Et donc du coup, on se rend bien compte que l'automatisation va toucher tous les secteurs. Et donc du coup, qui dit tous les secteurs dit beaucoup de logiciels, beaucoup d'interfaces. J'ai travaillé pendant 10 ans à la création d'interfaces logicielles. Donc du coup,
Je vois très bien de quoi on parle, des logiciels sur la santé, des logiciels sur la finance, des logiciels pour gérer des associations. On en crée toujours plus depuis une dizaine d'années, des logiciels sur l'ordinateur, des interfaces sur le mobile, sur notre montre connectée, sur notre assistant vocal, dans notre voiture connectée. Et la question qu'on va se poser, c'est est-ce qu'il faut encore créer des logiciels ? Encore. Donc déjà, on en a une centaine dans l'entreprise. Ça veut dire que on gère ses mails avec un logiciel, on gère son drive avec un logiciel, on gère sa communication en interne avec un logiciel, sa communication externe avec un autre logiciel. Et donc du coup, est-ce que finalement on continue dans cette lancée-là ou est-ce qu'on imagine autre chose ? Et c'est un peu la question qu'on va se poser aujourd'hui. Avant de commencer à rentrer un petit peu dans le cœur de est-ce que l'IA va remplacer tout ? Il faut se poser la question sur c'est quoi un assistant intelligent, un assistant IA, un agent, comme on entend aussi souvent. Le but du jeu, c'est que ces assistants sont des outils. Normalement, il faut vraiment remettre aussi sur le contexte que c'est un outil qui va agir et qui va apprendre et qui va de manière continue pour pouvoir nous aider dans nos tâches au quotidien. Et du coup, s'il apprend en continu pour aider dans nos tâches dans le quotidien, du coup, il va mieux nous comprendre et du coup, il va mieux nous aider également. Ça, c'est vraiment l'idée en général derrière l'assistant IA. C'est que c'est un petit outil qui va vraiment venir petit à petit évoluer et nous aider dans son ensemble de tâches. Et il va nous comprendre. Et du coup, on va lui parler de manière soit en vocal, soit en texte. Et il va nous comprendre et du coup, il va pouvoir s'adapter à notre contexte. Concrètement, à quoi ça ressemble ou à quoi ça sert ? On a des assistants qui peuvent nous aider sur le tri des mails. Par exemple, aujourd'hui, dans les entreprises, on reçoit de plus en plus de mails. Et du coup, de plus en plus de mails à traiter. Donc heureusement que des fois, certains boîtes mails comme Google ou autres nous aident à trier les newsletters, les spams et autres. Mais du coup, les petits malins s'amusent à mettre urgent 1, urgent 2, urgent 3, urgent, et on ne sait plus finalement. Et j'ai même eu des conversations intéressantes avec certaines personnes qui me disent « Non, mais moi, le vendredi soir, je me connecte à ma boîte mail, je sélectionne tous mes mails et je fais supprimer. » En fait, ils ne les lisent même pas. Et on a pareil ça avec les SMS, on a pareil avec les boîtes vocaux. Et donc, du coup, l'assistant va venir nous aider à trier les mails qui vont être vraiment importants pour nous par rapport à notre contexte ou pas. Ça permet de rédiger des rapports. Donc, des rapports, on a vu maintenant de plus en plus apparaître sur nos visios, sur Meet ou sur Teams, des petits assistants, des petits robots qui se connectent et qui vont faire des comptes rendus de réunion, des rapports qui vont nous aider à prendre des décisions, gérer nos tâches. Mais on peut aller encore plus loin sur l'analyse des données, par exemple. Donc on voit les assistants qui commencent un peu à apparaître partout dans la vie de l'entreprise. On a Copilot qui est sur Microsoft. On a Gemini sur Google. On a Slack IA, on a Notion IA et on a IA partout, tous les jours, sur tous les outils qui commencent à arriver. Donc du coup, c'est la première brique finalement à une manière de se dire comment on peut communiquer avec mon interface sans forcément dire à l'utilisateur « vas-y, navigue partout et tu trouveras bien l'information à un moment donné ». Et du coup, là, on a commencé à mettre le petit assistant qui nous dit si tu veux trouver l'information, le support client ou autre, tu peux parler. Et ça, on l'a connu un peu avec les chatbots. Quelle est la différence avec un logiciel SaaS ou autre, par rapport à un assistant ? Logiciel traditionnel, ça va être des tâches prédéfinies, préconstruites. Nous, quand on imagine un logiciel, quand on pense l'ensemble du parcours utilisateur, on va se dire, voilà, le client, il va cliquer ici, il va remplir tel champ de formulaire, et finalement, on va demander à l'utilisateur toujours plus d'informations, et on va finalement demander à l'utilisateur de travailler pour faire en sorte que la plateforme fonctionne bien. Et donc, du coup, on va avoir beaucoup de fonctionnalités, il va y avoir beaucoup de formations. On va avoir la petite page qui arrive avec le petit tuto pour dire comment fonctionne la plateforme. On va faire des formations en entreprise pour dire comment fonctionne tel ou tel logiciel. Et dès qu'on change un logiciel, on va refaire de la formation pour que du coup on puisse comprendre tel ou tel logiciel. Donc ça, c'est aujourd'hui le monde dans lequel on connaît de toutes les plateformes SaaS, ou les logiciels en général. À l'inverse, l'intelligence artificielle, en tout cas les assistants, se veulent plus communicatifs. Donc ça veut dire que c'est la première fois dans l'histoire de l'évolution de la technologie où je demande à ChatGPT comment il fonctionne. Il n'y a plus de tutos, de formation ou autre, et il va nous expliquer finalement comment il fonctionne. Et donc du coup, on n'a plus besoin de perdre du temps avec des grosses formations pour tel ou tel logiciel.
il va être polyvalent. Il va pouvoir faire de l'image, de la vidéo, il va pouvoir gérer de la donnée, il va pouvoir... je prends en photo mon petit frigo, il va pouvoir me faire une recette. Ça devient de quelque chose de beaucoup plus polyvalent. Et donc, du coup, je vais pouvoir faire plus de choses, finalement, avec mon assistant. Et il va s'adapter à mes préférences. Si moi, j'aime bien tutoyer mon assistant, bah, du coup, on va se tutoyer, on va s'appeler frère, on va avoir un langage qui va être plutôt sympathique, et du coup moins formel qu'un logiciel qui nous vous voit et qui nous dit bonjour avec notre prénom tous les jours en se connectant à la plateforme, parce que du coup ça fait fun et ça fait sympa de dire bonjour à l'utilisateur, sauf que quand on se connecte et qu'il dit tous les jours bonjour, c'est un peu pénible. Là, l'avantage, c'est que du coup, il va vraiment être en fonction de notre temps, de notre contexte, et il va vraiment s'adapter. C'est vraiment la différence entre deux mondes. Un monde statique où on a préparé finalement en amont l'ensemble de la plateforme et on s'est un peu projeté à la place de l'utilisateur, à un monde où l'utilisateur il va être vraiment au centre finalement de l'usage, et du coup c'est lui qui va faire finalement son interface en fonction de son besoin et de ses outils. Et en 2025, pourquoi on parle de tout ça? C'est parce qu'il y a 3 facteurs clés aujourd'hui. C'est que la puissance de l'intelligence artificielle est de plus en plus forte. Du coup, on a de plus en plus de meilleures réponses, de moins en moins d'hallucinations. Et donc, du coup, on voit effectivement une croissance forte sur ces usages-là. On a aussi un coût de serveur qui va être de moins en moins élevé. Donc, du coup, on va pouvoir l'utiliser de plus en plus fortement. Et on va commencer aussi à avoir la standardisation des API. C'est-à-dire qu'on va pouvoir connecter notre petit assistant à plein d'outils. On va pouvoir le connecter à notre outil comptable, notre CRM ou autre, et donc du coup on va pouvoir agréger toutes ces informations au même moment. Il y a une petite annonce au passage. Donc c'est pour ça qu'en 2025, voire 2026 qui va arriver dans pas très longtemps, on est de plus en plus dans l'usage de ces assistants parce qu'on a ces 3 dimensions qui vont faire en sorte de renforcer l'usage de ces outils-là. Et puis c'est surtout qu'on a de plus en plus d'outils dans les entreprises et qu'on en a marre d'avoir des formations, des nouveaux outils, des nouveaux CRM, des nouveaux qui prennent beaucoup de temps. Et du coup, des salariés qui n'ont plus envie d'apprendre comment fonctionne tel ou tel outil, qui l'utilisent à 10%, et pourtant, ça peut faire beaucoup de choses malgré tout. J'ai raté une slide? Non. Le modèle SaaS, c'est un modèle des années 2000 qui a très bien fonctionné, mais du coup, il a des limites. Et donc, du coup, c'est un peu ça que revient mettre en cause finalement les assistants IA. C'est que du coup, on l'a dit, il y a plus de centaines d'applications aujourd'hui par entreprise qui sont utilisées. On pourra en citer plein, et vous en avez plein en tête, des outils plus ou moins variés, plus ou moins différents. Mais c'est surtout que les plateformes SaaS, à force de créer des abonnements, ça coûte de plus en plus cher, parce que les entreprises, elles évoluent, elles ont de plus en plus de salariés, ou pas en fonction des conjonctures économiques, mais ça fait quand même beaucoup d'argent qui sont investis par employé pour pouvoir payer chaque outil, chaque plateforme, avec à chaque fois un nombre de data possible ou pas, et un nombre de performances plus ou moins fortes. Ce qui se passe, c'est que souvent, on va utiliser des outils payants sur certains sujets, comme Google par exemple, qui est la suite ou que beaucoup d'utilisent, ou Teams, qui est Microsoft, qui est la suite qui est beaucoup utilisée avec beaucoup d'outils. Mais du coup, des outils, on va dire, qui peuvent être utiles pour mon métier, mais qui peut me coûter cher. Du coup, je vais créer, et je l'ai vu beaucoup de fois ces derniers mois, semaines, je vais créer un compte ChatGPT avec une seule même adresse, et je vais le partager à tous mes salariés. Et du coup, ça va être un seul et même compte. Et donc, du coup, les données vont être plus ou moins fluctuantes, plus ou moins fiables. Et ça, on le voit dans beaucoup de logiciels, en fait, d'avoir un seul même compte qui va être le compte marketing, @ le nom de la boîte, qui va être partagé à tout le monde. En termes de confidentialité des données, c'est un petit peu limite, mais ça permet de réduire les coûts. Et du coup, on voit qu'effectivement, c'est des coûts qui peuvent être potentiellement gaspillés si on met ça sur l'échelle d'une année. Et donc aujourd'hui, c'est ça le modèle SaaS, c'est de faire payer au nombre d'abonnements et au nombre d'utilisateurs de plus en plus fort. Quelques exemples, mais on l'a un peu tous en tête, la gestion des mails, qui peut être un logiciel, la gestion des to-do list, qui peut être un logiciel, la gestion du temps, qui peut être un logiciel, la gestion de la documentation technique, doc ou autre, Visio, les Power BI ou autres data de dashboard, ça peut être un logiciel, le SAV, c'est un logiciel, l'agenda peut être un logiciel, la messagerie est un logiciel, mais des fois il y a une messagerie interne, il y a une messagerie externe, c'est 2 logiciels différents. Et ça, on peut en citer plein. Il y en a une centaine à peu près par entreprise. Chaque tâche est égale à un nouveau logiciel, du temps perdu,
la formation, on en a parlé, un coût, une intégration qui peut être complexe pour les entreprises qui sont d'une taille un peu plus importante, où du coup il faut pouvoir gérer l'ensemble de ces logiciels. Donc il y a des entreprises qui accompagnent justement à l'intégration de tous ces logiciels pour faire en sorte que tout ça fonctionne bien. Et une frustration de plus en plus forte de la part des utilisateurs, sachant qu'aujourd'hui les utilisateurs, c'est des particuliers comme tout le monde, et du coup qui utilisent ChatGPT pour jardiner, pour pouvoir faire les devoirs des enfants, et du coup ils se disent pourquoi j'ai pas de ChatGPT au travail, parce que du coup c'est simple et c'est facile pour pouvoir gérer la vie de tous les jours. Les chiffres clés, aujourd'hui on voit que c'est une grosse croissance sur l'adoption de l'IA en 2024-2025. Donc les statistiques, ça montre que 78% des organisations utilisent l'IA en 2024. Alors souvent, ils utilisent l'IA sans vraiment le savoir. Par exemple, dans le transport logistique, les gens qui conduisent les camions tous les jours utilisent Waze, et Waze, il y a de l'IA. Et donc du coup, ça, potentiellement, effectivement, personne n'est au courant, mais du coup, ça reste un outil qui utilise l'IA, et donc les entreprises utilisent beaucoup l'IA sur dorénavant de la recommandation. Quand on utilise Amazon pour pouvoir recommander des produits, quand on utilise telle ou telle solution qui existe déjà sur le marché, il y a déjà de l'IA dedans. Et aujourd'hui, on voit aussi de plus en plus de gens qui utilisent ChatGPT de manière assez fourre-tout pour l'instant. Et donc, du coup, on voit quand même qu'il y a une forte augmentation de l'usage de l'IA. Et quand on parle à des TPE, PME en disant « Vous utilisez l'IA ?» c'est souvent « Oui, j'utilise ChatGPT ». Ça reste très simple. Pourtant, il y a plein d'outils qui utilisent l'IA qui ne sont pas que ChatGPT. L'usage régulier des GenAI, donc c'est tout ce qui est l'IA générative, donc comme ChatGPT, Gemini, Copilot, Mistral IA, on en a parlé il n'y a pas très longtemps avec leur levée de fonds. Donc ça pareil, c'est une augmentation qui est en croissance par rapport à 2023. Bon, c'est normal, 2023, c'était un peu l'année où on découvrait collectivement que l'IA existait. Alors pour le grand public principalement. Et après, on a 80%. Il n'y a personne apparemment. Ils sont tous là. Et 80% de l'adoption de l'IA d'ici 2026, donc ça veut dire qu'on est vraiment tous en train de passer majoritairement la bascule et de se poser les questions de comment je mets l'IA dans mon entreprise, qu'est-ce que je mets comme intelligence artificielle, est-ce que je mets des outils déjà pré-paramétrés, est-ce que je mets des LLM, les modèles de langage tout seul comme ChatGPT, et je le partage dans mon entreprise. Toutes ces questions-là sont légitimes et sont en train de se poser comme questions. Pourquoi basculer vers les assistants IA ? C'est mon tour. Et c'est ton tour. Merci Aurélien. Bon, j'espère que je vais garder votre attention et que vous n'allez pas aller à la conf de Cage après ces 10 premières minutes. Chez Forgeron 3, nous accompagnons cette transformation depuis près de 2 ans. Et donc, la question, c'est pourquoi basculer vers l'assistant IA ? C'est notre conviction. Je pense qu'on n'est pas les seuls à avoir cette conviction. Mais la principale raison, c'est que c'est véritablement stratégique en fait, pour les organisations. Alors pourquoi est-ce stratégique pour les organisations ? Pour 3 raisons principales. La simplicité, le gain de productivité et l'expérience utilisateur. Si on commence par le premier bénéfice clé qui est la simplicité, comme l'a dit Aurélien, c'est comparé aux interfaces qu'il pouvait y avoir avant, là vous interagissez avec un assistant en langage naturel. On ne peut pas faire plus simple en termes d'ergonomie, en termes de communication, et ça évite toutes les courbes d'apprentissage techniques qu'on peut avoir sur les différents logiciels dont Aurélien a parlé. La centralisation, c'est-à-dire j'ai un point d'entrée, j'ai mon assistant, éventuellement plusieurs si je les cloisonne, mais j'ai mon assistant qui a accès à ma documentation, la documentation de l'entreprise, aux outils de l'entreprise. Et la personnalisation, c'est-à-dire que je peux personnaliser en fonction des collaborateurs, de leur rôle, de leur poste, de ce que j'attends d'eux, ou même de leurs habitudes de communication, je peux personnaliser cet assistant. Donc ça, c'est le premier bénéfice clé qui permet au final d'avoir moins d'outils, plus d'impact au niveau de l'organisation et des utilisateurs. Le deuxième bénéfice, c'est les gains de productivité. C'est qu'est-ce que ça me fait gagner. Aujourd'hui, on a suffisamment de recul avec nos clients, mais les études nous confortent dans ce sens-là sur le fait qu'il y a un réel gain de productivité à utiliser des assistants IA. Alors, à condition de bien définir les objectifs, les usages, mais à partir du moment où on a défini ces éléments-là, on a un retour sur investissement qui est extrêmement rapide. Au niveau
support client, si on prend des illustrations, alors toute date de 2024, pour dire que depuis 2024, en gros 2024, on était sur du GPT-3, 3.5. Aujourd'hui, on est sur du 5 et puis les Gemini, les Mistral ont rattrapé la compétition. Donc ces chiffres sont très très prudents puisqu'ils datent déjà d'un an, ce qui est énorme en matière d'intelligence artificielle. Et donc sur le support client, il y a du gain. Je peux répondre à plus de sollicitations, mon call peut répondre à plus de sollicitations parce que je peux dégrossir entre guillemets avec un assistant IA et mes équipes peuvent prendre le relais pour des sujets vraiment pertinents et donc il y a une amélioration de la satisfaction, de la qualité sur la partie support client. Sur la partie conseil, donc ça c'est intéressant parce qu'aux États-Unis c'est le premier secteur qui est le plus impacté justement en termes de gain de productivité, c'est le conseil des métiers à très forte valeur ajoutée, c'est les premiers où ils ont pu mesurer concrètement le gain qu'il y avait sur l'émission d'un rapport, sur de la veille, sur de l'étude, tout ce que peut permettre, tout ce qu'apportent les assistants intelligents. Et d'un point de vue concret, on a parlé de la gestion des emails, qu'est-ce qu'il y a d'autre, création de contenu, recherche d'informations. Là, en 2024, avec des utilisateurs uniquement de ChatGPT 3.5, il y avait déjà un gain de 9 heures par mois. Aujourd'hui, je peux vous dire que les 9 heures, c'est vraiment le minimum parce que c'est ce qu'on constate ne serait-ce que sur l'automatisation des emails, de la gestion des emails. Le troisième point, élément différenciateur et point clé, c'est l'expérience utilisateur évolutionnée. Donc c'est qu'on passe, comme l'indiquait Aurélien, d'interfaces plus ou moins complexes, mais surtout diversifiées. Vous avez tous connu des mises à jour, des migrations de logiciels et le fait de devoir réapprendre à utiliser un logiciel, sans parler de Microsoft, qui est celui qui nous fait le plus de mises à jour. Donc là, on fait l'impasse, on rend en fait... Messieurs, la masterclass, vous avez les idées, nous avons la data, par France Travail et la SNCF commence en salle 120. Merci. On va laisser faire leur annonce. Alors qu'avec l'assistant IA, tout ça devient transparent, c'est-à-dire masqué. J'interagis uniquement avec cet assistant, mon assistant, qui lui va gérer toute cette complexité à ma place. Donc là, il n'y a pas besoin forcément de dérouler les points. C'est clairement, on passe d'une complexité quotidienne à une simplification de l'interface avec cet écosystème d'outils, de logiciels de l'entreprise. Alors un assistant intelligent, c'est multitalent, clairement, mais par essence, parce qu'un assistant intelligent, il s'appuie sur des modèles que listait Aurélien, Gemini, Claude, etc., qui, eux, ont fait de l'apprentissage sur presque toute la connaissance disponible. Et donc, ces assistants, ils bénéficient de toute cette connaissance. Et donc, par essence, ils sont capables de tout faire, plus ou moins bien, mais en tout cas de tout faire, et donc de faire de la rédaction, de l'analyse, de l'organisation, de la recherche et de créer. Donc il faut voir que cette assise, ce sur quoi ils sont assis, en fait, c'est ce qui permet d'offrir toutes ces capacités et ce côté multitalent. Donc un assistant, effectivement, pour tout faire, à condition de bien le cadrer, mais potentiellement, il peut faire énormément de choses. Donc Aurélien, qui es-tu ? Qui je suis ? Du coup, tout ça pour vous dire que effectivement, moi, ça fait. Moi, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que du coup, je suis président de la société Atrium, qui est une agence de marketing et d'innovation. Du coup, ça fait une dizaine d'années qu'on accompagne les entreprises, plutôt les éditeurs logiciels, à créer leurs interfaces. Donc, du coup, à travailler sur les personas, le parcours utilisateur. C'est moi qui disais, voilà, l'utilisateur va cliquer ici, 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 et du coup, finalement, va rentrer dans une complexité. Et donc, ça fait 3 ans à peu près qu'en fait, on se rend compte que les interfaces changent et que des fois, je suis de plus en plus mal à l'aise d'accompagner les clients à faire des interfaces logicielles, alors que ChatGPT, en 2-3 prompts, va faire la même chose. Et donc, du coup, c'est plutôt l'accompagnement qu'on est en train de transformer, c'est plutôt d'accompagner les éditeurs logiciels dans leur transformation vers la mise en place de ces solutions IA, parce que les auditeurs logiciels ont une base de connaissances très forte qui va être la data. Cette data, on ne va pas l'enlever. Au contraire, elle va venir renforcer l'usage de ces différents assistants. Et donc, du coup, on a commencé déjà, depuis quelques temps, à accompagner des entreprises à intégrer leur intelligence artificielle, que ce soit sur leur site internet en homepage, parce que maintenant, c'est pareil, faire un site internet pour vendre un produit
alors que ChatGPT ou autres sont capables de le faire pour vous. C'est plutôt simple d'avoir une jolie homepage qui permet de présenter très rapidement l'entreprise, mais d'avoir une petite barre avec le petit assistant de l'entreprise qui vient finalement être votre première commerciale. Et ça sert à ça, un site internet, ça sert à vendre votre produit ou votre service. Donc voilà, c'est ce qu'on fait chez Atrium. Et on accompagne Forgeron effectivement sur toute la partie marketing et interface logicielle. Et qui es-tu, Régis ? Donc, moi, je suis cofondateur et dirigeant de Forgeron 3. Donc, Forgeron 3, c'est une plateforme qui permet de créer, personnaliser et déployer des assistants intelligents. C'est pour ça que je vous en fais la pub, des assistants. Donc, nous, cette plateforme a vocation à permettre de créer donc, ces assistants intelligents pour venir en appui des collaborateurs, des dirigeants de TPME, de manière à répondre à leurs besoins métiers. Et donc, créer un assistant IA, quelle que soit la solution, c'est 3 étapes principales. C'est définir l'objectif. Si je définis bien l'objectif, il y a des chances que j'ai un retour sur investissement. Sinon, je n'aurai pas de retour sur investissement. Et donc, c'est clairement la mission. Qu'est-ce que j'attends de cet assistant intelligent ? Si je suis RH, qu'est-ce que j'attends de mon assistant RH ? Est-ce que c'est pour mes collaborateurs RH ou est-ce que c'est pour les collaborateurs de l'entreprise pour répondre à leurs questions? Si c'est service client, est-ce que c'est à destination logiquement de mes clients ou pour venir en support de mes équipes service client? Donc ça, c'est bien définir les objectifs et ça se rapproche du rôle d'une fiche de poste quelque part. Donc c'est très proche de ce qu'on peut attendre d'un salarié. Donc de manière à bien définir la mission et le rôle qu'on attend. Ensuite, c'est choisir ses sources, c'est-à-dire cet assistant, est-ce que je veux qu'il utilise uniquement l'information, cette base de connaissances détenue par les modèles, ou est-ce que je veux que ça s'appuie sur ma documentation interne? Est-ce que cet assistant, j'ai besoin qu'il ait des outils, qu'il aille sur Internet, sur des sites autorisés ou sur tous les sites de façon à actualiser les informations? Est-ce que cet assistant, j'ai besoin qu'il ait comme outil accès à mes emails pour pouvoir m'aider dans la gestion de mes emails, pouvoir participer à une réunion à ma place ou en même temps que moi pour pouvoir faire le compte-rendu. Donc c'est définir toutes les sources que je veux associer, les outils que je veux associer à mon assistant. Et ensuite, c'est brancher l'assistant, c'est le déployer, et donc le déployer le plus rapidement possible, de façon à tester, parce que la première chose à faire, c'est de tester, prototyper. C'est des choses qui sont nouvelles, qui ne sont pas forcément utilisées en organisation, et donc pouvoir mesurer l'impact le plus rapidement possible. Et donc pour illustrer sur 3 cas d'usage de ces outils en particulier, de ces assistants avec des outils. Le premier, c'est assistance gestion des mails. C'est une problématique auquel tout le monde est confronté sur gérer les 144 mails en moyenne que reçoivent des salariés en organisation. C'est les chiffres études, donc vous êtes peut-être en dessous, certains au-dessus. Et donc là, c'est avoir un assistant qui est capable de catégoriser, d'étiqueter à chaque fois, et pas être obligé, moi, d'étiqueter mes mails pour dire c'est une newsletter, c'est une to-do à faire, c'est une demande de rendez-vous. Et ensuite, si moi je juge que c'est pertinent, de proposer une réponse. Et donc moi, typiquement, je vais directement dans mes brouillons et je vois les propositions de réponse. Et donc je sais que là, j'ai tous les mails auxquels je dois répondre. Et après, je vais dans ma boîte mail et puis je vois l'étiquetage de si j'ai une action ou si j'ai quelque chose à faire. Donc ça, c'est un gain de temps qui est significatif et c'est relativement simple et c'est aujourd'hui quelque chose qu'on retrouve globalement facilement sur étagère. Le deuxième illustration, c'est assistant compte rendu. Donc, je vous parlais de mon assistant qui participe aux réunions avec moi et parfois même quand je ne peux pas participer à la réunion et qui va récupérer le transcript et l'analyser. Et si c'est un rendez-vous commercial, je vais lui demander à ce qu'il me fasse un rapport de premier rendez-vous. Et comme ça, j'ai même la probabilité de transformation, j'ai même des recommandations. Et donc ça, quel que soit le type de réunion. Et l'intérêt que ce soit mon assistant qui gère mes réunions, c'est qu'il va avoir tout l'historique de mes réunions et je peux très bien lui demander quelles sont les dernières actions de la réunion avec Tartampion. Voilà. Et je vais avoir le déroulé de ces actions.
Le troisième exemple, c'est le support technique, dire Acknowledge Management. Et donc là, c'est de pouvoir connecter mon assistant à ma GED, donc ma gestion documentaire, ou mon système de tickets, de SAV, et pouvoir récupérer toutes ces informations pour répondre aux questions techniques, soit des personnes du support technique, ou de mettre à disposition, via un lien web sur mon application ou sur mon site web, de mettre à disposition de mes clients ce support technique et de pouvoir répondre à une majorité de questions. Et si la question, et c'est moi qui décide, qui le prompte, qui donne comme consigne que pour tel type de question, il faut se référer au service client, au service technique, l'assistant respectera ces consignes. Ce qui fait qu'il y a quand même toujours de l'humain derrière, et il faut qu'il y ait toujours de l'humain derrière. Et donc c'est une autre illustration, et donc là clairement les bénéfices ils sont assez rapidement mesurables. Qu'est-ce que ça change pour vos équipes ? C'est sûr que c'est une transformation du travail que nous on considère positive à partir du moment où on part du principe que c'est l'utilisateur, l'humain qui va piloter l'IA et pas l'inverse. Donc à partir de ce moment-là, c'est sûr que ça libère du temps pour faire des tâches à plus forte valeur ajoutée, même si effectivement on peut créer énormément de choses grâce à l'IA en termes de créativité, ça n'empêche pas que l'utilisateur, le créatif, reste et doit rester aux commandes. Donc c'est lui qui globalement devrait avoir plus de temps pour faire de la création et utiliser l'outil vraiment en tant qu'outil. Là-dessus, même, je voulais rebondir sur ce que tu as dit, sur le fait que on a tous des zones de génie où on aime notre travail, et c'est pour ça qu'on est à faire nos métiers qu'on réalise. L'idée, c'est pas que l'IA va venir remplacer tout notre pan de la journée pour qu'on ne travaille plus et qu'on soit tous en vacances. C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est de se dire où est-ce qu'elles sont vraiment les zones que j'aime faire au quotidien. Par exemple, si je suis créatif et que j'ai envie effectivement de continuer de faire de la création, ça ne sert à rien d'utiliser à fond l'IA pour pouvoir générer l'ensemble de mes contenus et de plus finalement être ce cerveau créatif. Donc l'idée, c'est vraiment de se dire où est-ce, et c'est la première fois entre guillemets qu'on peut se poser cette question, où est-ce que sont vraiment mes zones de génie que je kiffe vraiment faire au quotidien pour pouvoir vraiment sacraliser ce temps-là. Et tous les temps qui sont un peu pénibles, les comptes rendus, les mails, les gestions de tâches ou autres qui sont potentiellement un petit peu plus complexes, que je souvent délègue le vendredi soir vite fait avant le week-end, ça on peut le laisser finalement à l'IA. C'est vraiment ça qu'il va falloir avoir comme réflexion pour se dire où est-ce que j'utilise ou est-ce que j'utilise pas l'IA et à quel moment dans ma journée. Et donc comment on transforme le travail ? C'est vers une interface unique, cette interface dont on parlait. Donc ça c'est vraiment la vision de la convergence de tous ces outils de l'entreprise vers cette interface à disposition de l'utilisateur. Et là, on le voit, j'ai mis Apple Intelligence ou Google Gemini, c'est deux, on va dire, mastodons qui prônent finalement cette interface unique. Et donc, du coup, on le voit de plus en plus quand on parle à Siri aujourd'hui. Le but du jeu de Siri, c'est de pouvoir se connecter à ses mails, de pouvoir se connecter à plein de choses, le GPS, pour pouvoir effectivement être ce première interface. Mais Gemini essaie de faire pareil avec la suite Google, où du coup on a Gemini qui est apparu partout sur notre drive, dans notre mail, et du coup plus ou moins pertinent, plus ou moins performant. Mais du coup on se rend compte que c'est vers là où les deux grands acteurs du marché essayent d'aller également. Et la vision 2030, même si pour tous les acteurs 2030 c'est très loin, eux se projettent plutôt 2027-2028, on a conscience que ça va quand même prendre plus de temps pour se déverser sur les organisations. Mais 2030, c'est l'assistant IA universel, et donc cette interface avec derrière cet assistant avec des super pouvoirs, voilà, d'organiser pour vous, de trouver pour vous quel est l'outil le plus adapté à mon besoin. De décider, alors plutôt de recommander des actions ou des méthodologies ou de l'optimisation, mais c'est vraiment cet assistant IA au super pouvoir à disposition des utilisateurs et donc des collaborateurs. Et donc Aurélien, qu'est-ce que cette vision va modifier de manière fondamentale au niveau des organisations ? Merci Régis.
Du coup, effectivement, sur la partie transformation de travail, on le voit, nous, on a fait pendant 10 ans des interfaces où on travaillait pour pouvoir digitaliser les process dans les entreprises. Donc, quand on parle de CRM, quand on parle d'outils de recrutement, quand on parle d'outils divers et variés, on se rend bien compte qu'on avait déjà un impact sur les salariés quand on réfléchissait à essayer de, on va dire, centraliser l'ensemble des données de l'entreprise dans un seul et même logiciel. Ce qu'on se rendait un peu compte, et c'est pour ça que les logiciels étaient de plus en plus complexes, c'est que le cerveau humain, il fonctionne en deux parties. Il y a des créatifs qui aiment bien se perdre dans le logiciel et souvent ils sont perdus et ça leur va bien, et comme ça permet d'être créatif. Et il y a ceux qui sont moins créatifs et qui sont plus rigoureux. Et donc, du coup, un process de onboarding très simple avec des petits points, c'était plutôt facile pour eux pour pouvoir être guidés dans l'interface. Ça, aujourd'hui, effectivement, c'était compliqué à imaginer. Ça devenait des outils un petit peu complexes. Et l'enjeu, c'est que grâce à l'IA, il va s'adapter finalement au cerveau de chacun si on est plutôt créatif ou plutôt structuré. Je ne dis pas que les créatifs ne sont pas structurés, hein. Du coup, on va changer effectivement la manière de travailler. On va être sur du travail beaucoup plus conversationnel. Donc, du coup, avec vraiment ce temps de discussion, de brainstorming avec la machine, peut-être un peu moins avec les collaborateurs. Et avec une société où on est de plus en plus dans le télétravail et on se sent toujours plus en plus seul, des fois, et du coup, effectivement, ChatGPT devient un peu notre copain, notre psy, notre petit ami, notre petit copain. Ça dépend des fois les usages. Ça existe. Et donc, du coup, on va devenir de plus en plus, finalement, à travailler, à dialoguer au lieu de cliquer sur des boutons. On va être de moins en moins à cliquer sur des boutons et on va être de plus en plus dialoguer. Peut-être pas que l'interface conversationnelle, comme on le voit dans le film Her ou avec Siri en vocal, va arriver, parce qu'en open space, si tout le monde commence à se lancer, à discuter avec ses assistants, ça va être l'enfer. Mais je pense que du coup, le côté conversationnel, comme on peut dialoguer par WhatsApp ou par message interposé, ça va bien fonctionner. Le travail va être de plus en plus assisté, du coup on va de plus en plus faire des suggestions, c'est-à-dire que par exemple en fonction d'une certaine tâche, et on le voit un peu de plus en plus, Gemini qui nous suggère telle ou telle tâche déjà aujourd'hui dans la suite Google, on va de plus en plus avoir des propositions de sujets à faire, par exemple de trier ma to-do list de début de semaine, peut-être que tu dois te concentrer sur tel rapport d'activité parce qu'il va être complexe à faire et il vaut mieux le faire en début de semaine que vendredi soir avant de partir en vacances. Donc ça va être plutôt ce genre de réflexion qu'il va y avoir dans nos interfaces, de plus en plus omniprévalent, donc avec plusieurs supports. Donc du coup, se dire que je peux faire de la vidéo, de la photo, vraiment plusieurs supports et un peu finalement partout. Et du coup, ça va être interconnecté et toujours dans le contexte dans lequel on va être. Si je suis en rendez-vous client, mon assistant va venir se connecter en mode commercial parce qu'il sait que je suis en rendez-vous client à ce moment-là. Si je suis en rendez-vous RH, en one-to-one pour faire du management, mon assistant IA va passer en mode one-to-one et il va savoir que c'est ce contexte-là, à ce moment-là, pour pouvoir venir finalement travailler et m'aider à travailler au bon moment. Donc c'est vraiment ça l'idée, c'est que du coup il va venir nous accompagner tout le long de notre travail et du coup on va continuer de travailler comme si de rien n'était finalement, mais du coup il va venir finalement nous être en support. Et dans des TPE, PME, ou finalement recruter un salarié, un assistant, une assistante, ou faire grossir une équipe, ça va être compliqué parce que du coup on n'aura pas forcément les moyens de recruter une équipe plutôt conséquente sur certains sujets. Ça va venir un peu décharger certains profils dans l'entreprise qui va pouvoir un peu s'appuyer sur ces outils-là pour pouvoir accélérer ou en tout cas faire leur travail dans les temps impartis. Donc là, la disparition du logiciel visible, la question c'est est-ce que oui, ça va disparaître? Pour l'instant, je pense que ça ne va pas forcément disparaître, dans le sens où les logiciels qui existent, par exemple des logiciels comptables, maîtrisent une grande force de base de données, donc ça va être finalement une couche d'intelligence. Et souvent, dans les éditeurs logiciels, on avait la partie back, donc on travaille très très bien la structuration de la base de données, et on avait la partie front, donc la partie interface utilisateur. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que potentiellement, les éditeurs de logiciels vont se concentrer sur l'intelligence, se concentrer sur le back, être de plus en plus pertinents dans la réponse à la structure pour pouvoir délaisser de plus en plus l'interface utilisateur, pour pouvoir avoir une interface plutôt unifiée qui sera finalement les différents assistants. C'est plutôt vers ça qu'on entend de voir l'évolution du marché qui va arriver et de se dire, nous, on est toujours experts de notre métier de logiciel, mais par contre, du coup, on va mettre l'interface utilisateur qui va être l'agent IA. Ce qui est rigolo, c'est qu'on voit tous les logiciels du marché qui parlent d'IA, finalement, ils ont repris les codes du SaaS et ils ont repris les contraintes aussi du SaaS. C'est-à-dire que moi,
par exemple, un acteur comme Nuta qui fait du compte-rendu de réunion, bah, il va faire du compte-rendu de réunion très bien et on va le connecter à notre petit agenda. Il va nous sortir le compte-rendu de réunion, mais finalement, ce compte-rendu de réunion-là, il va se stocker dans un drive. On ne va pas forcément l'utiliser pour enrichir finalement un agent qui va venir nous aider au quotidien dans notre tâche. Et en fait, on se rend compte que tous les acteurs aujourd'hui du logiciel finalement appliquent les mêmes méthodes et du coup vont mettre leurs petits assistants pour leur propre logiciel. Et c'est ça finalement pour une entreprise, ça veut dire qu'il va y avoir plein d'assistants avec plein de logiciels différents. Et du coup, on va se retrouver avec nos 100 utilisations d'outils, avec 100 assistants différents, et ça va finalement pas résoudre le problème. Nous, ce qu'on propose et ce qu'on réfléchit effectivement avec Forgeron 3, c'est d'avoir un seul assistant qui va venir se connecter à toutes les bases de données de tous les éditeurs de logiciels qui, eux, savent travailler la data, pour avoir un seul et même assistant qui va venir aider correctement la PME sur les sujets à venir, et pas d'avoir 100 assistants différents. Merci Aurélien. Merci. Place aux questions. Ouais. En effet, on peut passer très bien de 100, alors après c'est une moyenne, hein, mais de 100 logiciels aujourd'hui par organisation à 1000, ce sera transparent. Donc ça permet effectivement d'avoir peut-être plus de granularité et de répondre à plus de besoins. La problématique, je pense, des TPE et PME, en tout cas les moins grosses, c'est de pouvoir trouver l'outil qui correspond à leurs besoins et éventuellement d'avoir le temps de le développer. Effectivement, l'IA va aider à accélérer ces process-là. Alors, sourcer un outil grâce à l'IA, c'est quand même beaucoup plus facile que de faire des recherches Google où j'y connais rien. Enfin, donc ça, c'est un premier avantage qui va permettre peut-être d'avoir l'outil auquel je n'avais pas pensé et qui va m'être utile. Et derrière, d'aller plus vite peut-être ou de pouvoir développer à moindre coût des briques logicielles qui vont être pertinentes pour mon activité. Et briques que je pourrais connecter à mon assistant facilement. Mais effectivement, on pourra gérer plus de complexité. Après, voilà, la complexité, si c'est pour avoir X assistants, dupliquer les assistants. Mais oui, effectivement, c'est une opportunité pour les entreprises. Donc les TPE et PME, elles sont passées à côté de l'automatisation des process parce qu'elles étaient sur le web, qu'elles avaient déjà cette chose. Et depuis 10 ans, on est capable d'automatiser assez facilement des process à moindre coût. Là, avec l'IA, on peut utiliser l'IA plus l'automatisation des process et automatiser, donner des solutions aux TPE, PME auxquelles elles n'avaient pas accès avant, ou de façon coûteuse ou complexe. Alors, on n'a pas la capacité financière, ni même celle de Mistral maintenant. Nous, on a un parti pris d'être agnostique. Il y avait un premier parti pris qui est d'être souverain, en particulier parce qu'on a des collectivités comme clients. Et ça a du sens. Et ça avait du sens ça a du sens d'avoir du Mistral, plus de l'hébergement de données OVH. Donc ça, c'est dans les possibilités. Mais dès le départ, il y avait l'idée d'être agnostique parce que on ne sait pas si Mistral va tenir, si Gemini va toujours être aussi bon. Et donc aujourd'hui, on choisit, nous, le modèle qui nous semble le plus adapté, mais il est personnalisable. Et donc, pour de la souveraineté, Mistral, on connecte notre assistant à Mistral. Oui, ouais. Et il n'y a quasiment plus de sensibilité en plus au prompt, c'est-à-dire à la façon dont on va. Donc, effectivement, l'idée, c'est d'être agnostique. Ouais, aujourd'hui, les LLM, tout ce qui est Mistral, ChatGPT ou autre, on considère ça comme un moteur, finalement, un moteur de voiture.
Et du coup, nous, on vient construire finalement la carrosserie qui va utiliser le bon moteur. Donc, si effectivement on veut une Dacia un peu robuste, ben, on va choisir le bon moteur qui va bien. Si on veut un peu un truc qui va vite et qui est performant, on va utiliser effectivement un autre LLM qui va vite et qui est performant. Donc, vraiment en fonction du choix de l'entreprise. Et c'est ça, exactement. Exactement. Bah, effectivement, eux, c'est ce qu'ils appellent des agents qui réunissent tout. C'est un petit peu finalement notre philosophie avec Forgeron 3. La problématique de ces solutions-là, c'est qu'elles sont plutôt pensées pour l'individu. Et donc, du coup, il y a moins ce côté collaboratif, partage. Et donc, du coup, l'idée, c'est que du coup, en tant qu'individu, je vais pouvoir être l'individu augmenté, le salarié augmenté, avec un seul et même dispositif où je vais payer effectivement, en fonction de l'abonnement, plus ou moins cher par rapport à l'usage que je vais faire. La problématique, c'est que du coup, ces agrégateurs de tous les modèles qui existent, photos, vidéos et j'en passe, c'est que du coup, ils vont tout intégrer. Et du coup, ils vont à un moment donné perdre l'utilisateur. Et dans des PME, TPE, de pouvoir générer de l'image, de la vidéo ou autre, finalement, on va plutôt créer des jouets finalement qu'on va mettre à disposition des salariés et du coup, ben, le gain de temps qu'on promet avec l'intelligence artificielle va disparaître parce que du coup, les équipes marketing s'amusent à utiliser Nano Banana pour faire tout et n'importe quoi pendant une semaine. C'est super, c'est rigolo, ou des starter packs pour LinkedIn, mais au final, c'est pas très productif. Donc du coup, l'idée avec Forgeron, c'est que du coup, l'entreprise va être maître finalement de la création de l'assistant, des outils qu'on va lui connecter. Donc pour l'équipe marketing qui a besoin effectivement de création de contenu, de slides ou autre, on va lui connecter les bons outils pour son propre métier. Et donc du coup, ça évite de créer des outils qui font tout et qui font des fois rien. Ouais. C'est moi ça? Tu me regardes comme ça là. Qui a parlé. Aujourd'hui, effectivement, il y a la partie de discussion avec l'IA qui est principalement par le chat, parce que du coup, ben, quand on est dans le domaine public, du coup, c'est plus facile de pouvoir s'adresser sans forcément parler. On a de plus en plus de jeunes, et moi je le vois parce que je donne aussi des cours à côté, qui discutent directement avec leur assistant ou même avec leurs collègues, ils font que des vocaux. Donc en fait, le chat, ils savent même plus ce que ça fait. Et écrire, c'est long, c'est pénible. Donc du coup, ils sont tout le temps en train de parler. Et donc du coup, ils utilisent ChatGPT dans la même façon. Et on le voit aussi avec l'usage des enfants. Les enfants, ils utilisent ChatGPT en parlant parce que c'est plus facile, parce qu'ils n'ont pas encore toute la connaissance de l'explication, du prompt, du machin, du truc. Par contre, en langage naturel, avec la voix, ils arrivent mieux à s'exprimer. Et donc, du coup, on s'en rend bien compte qu'effectivement, ça commence à apparaître. Et donc, du coup, ça va arriver de plus en plus. Et du coup, la notion d'intention, ça va aller encore un peu plus loin. C'est-à-dire que du coup, on a moins dans l'interaction one-to-one finalement entre l'intelligence artificielle et l'utilisateur, mais du coup l'intelligence artificielle va tellement bien nous connaître, va connaître notre contexte, va connaître finalement potentiellement les personnes avec qui on interagit. Du coup, va pouvoir proposer des interactions plus naturelles, en tout cas plus pertinentes par rapport à moi et à mon contexte. Là aujourd'hui, à chaque fois, on est obligé de réexpliquer à ChatGPT en tant que responsable marketing, je dois faire telle ou telle tâche. Demain, on sera plus obligé de faire ça parce que du coup, il aura bien compris. Alors maintenant, avec le niveau de mémoire de ChatGPT, et du coup, ça commence effectivement, sauf qu'à un moment donné, on se voit très vite qu'en 2-3 jours, il est saturé et du coup, il a déjà récupéré n'importe quoi. Surtout quand on a le compte partagé à l'ensemble de l'entreprise qui a récupéré la mémoire de chaque collaborateur et du coup, ça devient vraiment un fourre-tout qui est inutilisable même. Et donc, du coup, l'idée, c'est qu'effectivement, comme il sera connecté à l'ensemble des outils, ensemble des API de l'entreprise, du coup, il va pouvoir aller beaucoup plus loin et finalement prendre des décisions même tout seul. On imagine demain un assistant qui récupère un projet de financement pour une entreprise sur tel ou tel sujet. À la place d'envoyer juste un mail en disant « Coucou, j'ai trouvé un appel à projet sur tel sujet », c'est « Regarde, j'ai trouvé cet appel à projet, j'ai réalisé l'appel à projet, juste relis-le, valide-le et moi je l'envoie ». C'est ça l'idée. Ouais.
À titre personnel, je pense qu'on n'est pas forcément de la même usage de l'IA au quotidien. Et pour répondre aussi à la question, moi j'utilise effectivement GenSpark, qui est effectivement celui qui m'épate le plus dans sa capacité à délivrer. C'est-à-dire qu'ils ont une promesse qui est que chaque semaine, il y a une nouvelle feature. Donc, du coup, la problématique, c'est que ça devient une usine à gaz en termes d'interface et c'est complètement inutilisable quand on n'y connaît rien. Mais ça m'épate dans la capacité à produire parce que du coup, ils sont une équipe de 3. Et du coup, tout le reste, c'est les assistants IA qui les aident à faire le dev. Et donc, du coup, ils ont vraiment compris les mécaniques de l'intelligence artificielle, même pour la partie communication, marketing et autres. Donc, ce qui m'impressionne le plus, effectivement, c'est leur capacité à aller vite. Et du coup, c'est effectivement plutôt GenSpark qui m'a aidé à faire cette presse. Et celui qui m'a le plus impressionné, juste pour répondre rapidement, c'est Mistral en septembre dernier, qui avec quelques millions, dizaines, centaines de millions, avait rattrapé un niveau de GPT-4, comme DeepSeek d'ailleurs, et avec les mêmes approches technologiques. On a moins parlé. Par contre, ils ont beaucoup plus de mal, en tant peut-être que français, à suivre le rythme, la croissance. Et donc techniquement, les modèles sont au niveau, mais derrière, peut-être un peu plus de mal à suivre. Mais après, pour les usages qu'on a en entreprise, il n'y a pas besoin d'une Rolls. Voilà. Donc, et moi, quelque part, tous mes pattes. Ça reste impressionnant. Donc voilà. Pour la partie automatisation, c'est ce qu'on utilise actuellement en complément des assistants IA. Donc on va décrire un workflow, donc un processus, automatiser un processus d'entreprise, ne serait-ce que catégoriser les emails, etc. On pourrait utiliser un outil Annuitain, Make ou Zapier. L'idée, c'est que ce soit intégré au niveau de l'assistant ou que en fait, on fasse la demande à l'assistant et c'est l'assistant qui va utiliser quel que soit l'outil. Ça peut être du N8N, du Make, du Zapier. Nous, aujourd'hui, c'est N8N parce que c'est open source, mais Aurélien utilise du Make. Mais l'idée, c'est quand même dans la logique d'associer les assistants intelligents avec ces notions d'automatisation de process qui sont là vraiment le gain de temps qui va pouvoir s'opérer en entreprise. Ouais, un gestion de mail, le process qu'on a décrit tout à l'heure avec un Make ou un N8N pour une PME qui n'a pas l'habitude, ça va le décourager très rapidement en se connectant sur la plateforme, même si tous les influenceurs LinkedIn ou autres nous disent que c'est incroyable, c'est magique, mais dès que je me connecte sur la plateforme, en fait, il faut que j'ai une certaine maîtrise technique des workflows, donc c'est pas forcément accessible à tout le monde. Et ça va prendre une demi-après-midi de pouvoir connecter ces mails avec ChatGPT en assistant pour pouvoir m'aider. Avec Forgeron, c'est 2 clics et 1 minute 30. À 17h, une conférence CNCPI, comment protéger efficacement vos innovations et vos idées en SAS 120. Je répète, comment protéger efficacement vos innovations et vos idées en SAS 120 à 17h. Merci. Je ne sais pas si on va se faire virer ou si on a encore le temps de prendre quelques questions. C'est un vrai sujet. C'est déjà qu'il y ait au moins une maîtrise sur que l'agent IA soit capable de décrire le process qu'il a mis en œuvre, ce que fait maintenant ChatGPT ou d'autres. Et donc la traçabilité. Alors la première chose, c'est les sources. Déjà d'avoir les sources, si c'est sur de la documentation interne ou externe, savoir que, voilà, d'où sortent les informations. Et après, c'est de pouvoir reconstituer la logique, la méthode qu'a utilisé l'assistant. L'avantage aujourd'hui, avec le niveau qu'ont les assistants, c'est que ça, on le code pas, on le décrit. C'est le rôle qu'on attend, c'est les consignes. Donc, si j'ai un assistant RH pour une collectivité que je nommerai pas, pour répondre aux questions des agents, je sais, c'est moi qui ai défini les consignes, c'est-à-dire que tu commenceras par regarder la documentation interne. Si tu trouves
pas l'information, tu demandes à reformuler, tu revérifies, tu vas chercher, et si tu trouves toujours pas l'information, tu vas sur Internet, sur les sites autorisés. Et ensuite, j'ai la réponse. Donc je sais, c'est moi qui lui ai défini la méthode et qui respecte. Il y a 6 mois, il ne respectait pas. Maintenant, il respecte les consignes que je peux lui donner de méthodologie. Et derrière, il va me donner la réponse avec les sources et en respectant ces consignes. Donc là, ce n'est pas une boîte noire. Ce qui reste une boîte noire, c'est la capacité au modèle génératif d'aller reconstituer l'information ou le mot qui suit un texte que je suis en train de faire ou une analyse ou un résumé. Allez, dernière question. Et après, nous sommes sur le stand de la ville de Marseille. Donc si vous avez toutes les questions que vous voulez, même une démonstration, on sera ravis de pouvoir la faire sur le stand de la ville de Marseille. Good question. Si on a pris en compte l'impact, alors dans le choix des modèles et dans le choix des serveurs, aujourd'hui, je vais parler de Mistral. Mistral fait partie des bons élèves, pas forcément pour le coût énergétique, mais pour la transparence, c'est-à-dire qu'ils ont fait venir Carbone 4 faire un audit pour évaluer le coût carbone, et OVH, parce qu'OVH est transparent aussi sur le coût carbone, consommation d'eau. Après, voilà, et nous, on est en capacité de calculer à partir de ces éléments le coût carbone. Donc il y a une sensibilité. Après, ce qui est important, c'est que ces acteurs, effectivement, jouent la transparence, et nous, on essaie de choisir des acteurs qui jouent la transparence sur ces éléments. Et après, pour revenir aussi à des outils qui font tout et rien, comme Genspark par exemple, à mettre des outils comme ça dans les mains des collaborateurs, c'est potentiellement un impact carbone beaucoup plus élevé, parce que je peux faire joue avec la vidéo, joue avec la photo et tout le reste, les créations de podcasts et autres. Et effectivement, ça n'a pas forcément d'impact pour l'entreprise, à part que les salariés, du coup, ils découvrent l'IA et c'est rigolo. Effectivement, le fait de créer des assistants qui sont paramétrés avec des outils dédiés pour les salariés, ça permet d'éviter effectivement une surconsommation juste pour tester, et donc du coup de vraiment être efficace. Les quoi ? Moins, tout dépend. Ce qu'il y a derrière, sachant que toutes les solutions SaaS, elles sont boostées à l'IA maintenant. Donc, de toute façon, je pense que c'est pas l'un comparé à l'autre. C'est les mêmes problématiques, et c'est comment on adresse ces enjeux, parce que c'est des vrais enjeux. Donc, c'est déjà au moins d'avoir l'information, ce qui nous était une problématique, c'est-à-dire qu'il y en a peu qui communiquent, qui ont de la transparence dessus, et pour pouvoir ensuite essayer d'optimiser par rapport au coût que ça peut avoir, parce que ça a un coût. Merci à tous et à toutes d'être venus. Merci. Ça va ? Ouais, nickel. Sur le stand, on est là, ouais. On est là toute l'après-midi, donc ouais. Très intéressant, merci. Ouais, mais de rien, merci à toi d'être venu. À bientôt. Ouais, Je te tu vas là ? passerai un petit coup de fil ou. Ouais, SMS, on a le numéro, ouais. Ça va. Bon courage. Il faut lui ramener des chaises. Bah apparemment, il y avait du monde, Bonjour. Pardon, je laisse finir. Non, vas-y, pas de souci. Qu'est-ce que vous pensez d'Upgrade Deux. Upgrade, le portail. Je ne vois pas de quoi c'est. Alors, vraisemblablement, il y a des Marseillais qui ont inventé un portail. Ouais. Comme on a notre bureau sur notre ordi, ben là, on a tout Mistral, Gemini, le chat, Claude, d'ailleurs Claude. Et en fonction de la recherche, il va nous orienter vers celui qui va nous
quoi qu'il se passe. Ah oui, en termes d'infos, oui. Mais le compte, enfin, on va compter sur un seul portail et en fonction de la il va meilleure, il va donner, nous donner l'info de celui qui prend. Ben, si vous me dites le code HN sur Claude, eh ben, c'est Claude qui va sortir. Si je lui demande un mais newsletter Mistral va tout marketing, le temps c'est. perdre. Ah oui, Parce que du coup, on a l'habitude de prompter sur des solutions américaines. oui. Donc, du coup, notre cerveau a commencé naturellement à prompter à l'américaine. Et alors que Mistral, du coup, va avoir plutôt une manière de penser européenne ou même française. Du coup, le prompt, en fonction de comment on va le paramétrer, va différer. Donc ça veut dire que Mistral, ils ont une façon de prompter Qui est plus naturelle pour surprenante nous. aujourd'hui pour nous. Ouais, qui est plus naturelle Ah, pour qui nous. est plus Bah naturelle. oui, parce que c'est c'est notre culture. Donc du D'accord. coup, c'est plus naturel pour nous. Et moins structuré comme un Donc si prompt un américain. Français utilise Upgrade, ben, ça va plutôt aller vers Mistral. C'est ce que Non, vous ça dites. va plutôt aller sur des solutions américaines parce qu'on a l'habitude d'utiliser des prompts. Et pourtant, vous venez de me dire qu'ils promptent de façon plus naturelle. Oui, oui. Ah ouais, ouais. Bah ouais, ouais. Alors peut-être effectivement c'est plutôt l'inverse. Peut-être ça va proposer plutôt Mistral. Peut-être. Ok. Il faut le tester. Avec Je connais pas. Ouais, Merci beaucoup. En Upgrade tout ça cas, s'appelle. merci. Oui, Upgrade. Ouais, bah, je vais tester ça. Ouais. Merci mille fois. Merci. Au revoir. Bonne journée. Bonne chance. Ça va? Ça va et toi? Ouais, nickel. Bonjour. Félicitations. T'as un peu de temps ou tu veux qu'on se retrouve Bah, ça dépend s'il reste des questions.